Bonsoir ou rebonsoir. Un général écarté des bombardements massifs contre les civils. Oui, Vladimir Poutine commence donc à réagir après le revers militaire inédit de ces derniers jours. Mais peut-il en rester là ? Peut-il s'en contenter ? Deux hypothèses commencent à être ouvertement évoquées. Certaines le sont à Moscou, par des élus, par des proches. D'autres le sont ici en Occident, par des experts militaires. Et vous nous direz tous ce que vous en pensez. La première, frapper l'État ukrainien à la tête. Organiser une opération pour éliminer Volodymyr Zelensky. Et on verra qu'il y a des précédents, pas si anciens, du côté américain notamment. La deuxième, décréter la mobilisation générale, ce qui n'est pas possible sans déclarer la guerre, sortir de cette thèse de l'opération spéciale totalement fictive et déclarer la guerre totale pour provoquer la mobilisation générale. Il y a 2 millions de Russes qui ont fait leur service militaire dans les 5 ans passés et ce sont eux qui sont susceptibles d'être mobilisés. Mais est-ce qu'on peut le faire en claquant des doigts ? Est-ce que cette idée-là, qui est réclamée à corps et à cri par beaucoup, dans l'entourage même de Vladimir Poutine, par des élus, est-ce que c'est réalisable ? On verra les détails et le diable est dans les détails. On se fera une idée précise. Bref, est-ce possible ? Est-ce réaliste ? Est-ce faisable ? Quelles sont les autres hypothèses ? Parce que, et je le disais pendant la pause, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Pierre, mais on m'interroge beaucoup. Les gens imaginent souvent qu'on sait tout et qu'on ne dit pas tout, et qu'on sait ce qui est en train de se passer dans la coulisse, notamment au Kremlin. Et quand je leur dis, les nouvelles sont bonnes, l'Ukraine contre-attaque, la stratégie occidentale est d'une certaine manière validée, celle du soutien à l'Ukraine, celle des livraisons d'armes. Ils me disent, oui, mais que va faire Vladimir Poutine ? Et c'est la question qui obsède l'opinion, visiblement, celle de la réaction. C'est le cas aussi pour vous, Pierre ? Oui, tout à fait. Et c'est sidérant parce que Vladimir Poutine enregistre depuis presque 7 mois un nombre d'échecs stratégiques et de revers tactiques colossal. Donc ça montre bien que nous sommes dans des sociétés de la peur. Très souvent sur ce plateau, je dis, mais attends, il faut arrêter d'avoir peur. Donc comme si c'était une espèce de Dieu tout-puissant qui serait capable d'agir, etc. Non, c'est un gars qui est en train de voir son pouvoir fragilisé par une absence d'intelligence, de compréhension de ce qu'a été l'Ukraine, et c'est plutôt lui qui est en difficulté. Donc Il faut arrêter d'avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être réaliste, ce qu'on essaie de faire, mais cette histoire de peur, on a peur de notre ombre en France, en Occident. Il faut rompre avec cela. Et en tout cas, il faut au moins se dire que les nouvelles sont plutôt réconfortantes. Elles sont parcellaires, on ne parle pas de victoire totale, on ne parle pas d'inversion de tendance, mais au moins il faut se dire que les nouvelles ne sont pas mauvaises. Et pour autant, interrogeons-nous sur ces réponses possibles de Vladimir Poutine. Pour en parler, vous l'avez compris, Pierre Servant est avec nous. Bonsoir Pierre. David, bonsoir. Merci d'être là. J'ai le plaisir d'accueillir Anastasia Chapochkina. Bonsoir Anastasia. Vous êtes maître de conférence en géopolitique à Sciences Po, présidente du think tank Eastern Circle. Vous êtes vous-même d'origine ukrainienne. De quelle région en Ukraine ? Poltava. C'est le centre du pays. Le centre. C'est pas l'Est, le Donbass. C'est pile poil sur la rivière. Pile poil sur la rivière Dnipro. Exactement. 4-5 km au sud du Kiev. D'accord. Donc on est vraiment là. Vous avez vécu en Russie, vous connaissez la société russe ? Je n'ai pas vécu en Russie, mais je suis allée en Russie plusieurs fois. Et j'étudie la Russie. J'enseigne sur le sujet des relations entre l'Europe et la Russie depuis 10 ans à Sciences Po. Donc je veux dire que je suis la Russie de très près au quotidien. Vous parlez russe ? Oui. Est-ce qu'on peut dire que tous les Ukrainiens parlent russe ? Oui. Tous les Ukrainiens parlent russe. Tous les Ukrainiens parlent russe. Il y a des Ukrainiens qui ne veulent pas le parler, mais il n'y a pas un seul qui ne parle pas. On l'apprend à l'école, dès l'école primaire. Aujourd'hui, donc depuis 1991, l'éducation nationale de l'Ukraine a essayé de faire un pivot. Donc graduellement, quand même, c'est l'ukrainien qui est devenu la langue d'enseignement. Il y a beaucoup de régions où le russe reste la langue quand même principale. Et même si vous passez votre temps à étudier en ukrainien, ensuite pendant les pauses, vous parlez tous en russe. Et aussi, il s'agit aussi de corps d'enseignants qui sont quand même beaucoup d'eux, ils sont toujours maîtrisent plus russe qu'ukrainien dans beaucoup de régions. J'ai le plaisir d'accueillir également Catherine Gentil. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Catherine, depuis quelques jours, passe avec une aisance inouïe de l'Angleterre et de la passion pour la couronne
à cette situation ukrainienne qui nous intéresse tous au plus haut point, évidemment. Et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Dupuis. Bonsoir Emmanuel Dupuis. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et consultant donc dans ce domaine de la défense, de la sécurité, de l'armement. Vous me disiez que vous aussi, par définition, quand on étudie ces sujets-là, quand on est spécialiste de ces sujets-là, on connaît très bien le mécanisme de la prise de décision en Russie. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Déjà, il y a eu des précédents. En 2014, en Ukraine, en 2008, en Géorgie, et bien évidemment, depuis 1991, ce qu'on appelle l'étranger proche, du point de vue russe, nous a, nous, géopolitologues, beaucoup alertés et beaucoup mobilisés. Voilà, parce qu'on essaye évidemment de savoir ce qui se passe derrière les murs du Kremlin ou derrière les murs de la résidence qui est devenue la résidence principale de Vladimir Poutine à Sotchi, juste au bord de la mer Noire. Alors juste avant d'évoquer ces options et de les évoquer en détail, l'image qui fait sensation dans cette guerre d'Ukraine aujourd'hui. Cette image, c'est celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à la surprise générale, s'est rendu à Izium, tout près du front donc, pour célébrer d'une manière cette victoire. Et en plein discours, il a été surpris par un bombardement. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors on va revenir sur le déroulé de nos opérations. Que s'est-il passé? Eh bien, personne ne s'y attendait. Volodymyr Zelensky a fait irruption aujourd'hui à Izium. Izium, cette ville de 50 000 habitants avant la guerre, conquise au début de l'invasion après des combats acharnés des Russes qui en avaient fait une capitale régionale avec, souvenez-vous, l'instauration d'un état-major. Et aujourd'hui donc, image symbole de la contre-attaque ukrainienne fulgurante, Zelensky est apparu entouré d'une dizaine de gardes du corps, cagoulés et armés jusqu'aux dents. On voit le président descendre d'un pont, tête découverte, sans protection particulière, en simple pantalon et veste épaisse kaki, sans même de gilet pare-balles. Il salue ses troupes, se prête même au jeu des selfies. Sur son épaule, un écusson, l'Ukraine ou la mort. Le drapeau ukrainien, vous le voyez, flotte déjà au-dessus d'Izium. Et c'est au moment de son discours qu'on a mesuré les risques de ce voyage. Oui, il prend la parole et lorsqu'il s'adresse à ses troupes, voici ce qu'il se passe. Хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, абсолютних героїв, впевнених, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки, це їх життя. Vous avez bien entendu une forte explosion qui s'est déroulée de toute évidence à quelques kilomètres. Tendez bien l'oreille si vous n'avez pas été attentif. Загиблих, абсолютних героїв, впевнених, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки, це їх життя. Des tirs de mortier en plein milieu de l'intervention du président, ce qui veut dire que la zone est encore particulièrement sensible. On sait que les Russes bombardent tout azimut la zone et d'ailleurs, personne n'a communiqué sur cette visite. On l'a appris au tout dernier moment pour préserver la sécurité du président. Et quel message a-t-il délivré? Le président ukrainien a promis à ses soldats la victoire sur les Russes et il les encourage à tenir bon encore quelques temps. Écoutez-le. Напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей. Merci Lucille. Bien, évidemment, personne n'imaginait il y a une seule semaine, les choses vont très vite, que de voir Volodymyr Zelensky ici à Izium, qui était devenu le QG, effectivement, Lucille l'a dit, de l'armée russe, de l'administration russe, à partir du moment où la ville a été prise. Mais ce qui retient l'attention, c'est est-ce qu'il faut parler d'imprudence? Est-ce qu'il faut parler d'imprudence? C'est-à-dire, là, l'explosion semble pas trop proche. Non, je vois que vous dites non, Catherine, pourquoi? Non, moi, je trouve que c'est une triple victoire de Volodymyr Zelensky, une victoire militaire, hein, évidemment, on vient de le dire, une victoire médiatique, parce qu'une fois de plus, il est là où on ne l'attend pas, et surtout dans une région qui est tellement symbolique, parce qu'effectivement, c'était devenu l'un des QG des Russes, et puis une victoire personnelle, parce que vous avez vu qu'au moment du bombardement, il n'a pas frémi.
il n'a pas frémi et en plus, il a continué son discours. Donc déjà qu'il était passé du rôle de bouffon quand il était comédien à celui de Churchill, on l'a beaucoup dit, un homme de guerre, un homme qui est courageux. Et là, il le prouve encore une fois, alors qu'en plus, en effet miroir, on sait que Vladimir Poutine, lui, est plutôt claquemuré dans sa maison de Sotchi. Il avait une réunion prévue avec des militaires russes, apparemment qu'il a annulé, etc. Donc, en effet miroir, triple victoire pour Zelensky, 3-0 vis-à-vis de Poutine. Il en fait pas trop, Pierre, quand on pense que ce bombardement était tout proche et que qui aurait pu savoir ce qui allait arriver si il s'était rapproché de ces bombardements? Non, il a tout à fait raison. Je rejoins tout à fait Catherine. J'aime beaucoup le 3-0. Depuis le début, il fait cela. C'est-à-dire qu'il prend les risques qu'il faut en tant que chef de guerre, chef politique. Rappelez-vous, au tout début de l'invasion, quand il faisait des vidéos sauvages avec une toute petite équipe dans les rues désertes de Kiev, c'était absolument incroyable. Donc je pense qu'il incarne vraiment sa fonction d'une façon étonnante. Vous voyez aussi à la fois le contact respectueux et tactile qu'il a par rapport aux soldats. Ça, c'est quelque chose qui est important en tant que chef militaire, chef de guerre, c'est vrai pour les officiers aussi, c'est-à-dire à la fois une certaine proximité et puis en même temps une distance qui existe. Vous savez, dans l'armée française, il y a une expression, quand vous rencontrez des militaires, ils disent « avec ce gars-là, avec cet officier, avec lui, j'irai au combat, j'irai à la guerre ». Ça veut dire « j'ai confiance en lui ». Il y en a qui disent « avec ce type-là, cet officier, j'irai pas à la guerre, j'ai pas confiance en lui ». Zelensky, il tire toute la machine militaire et les militaires ukrainiens peuvent dire « avec ce gars-là, j'irai à la guerre » et là, il le prouve. Donc c'est des images quand même, d'abord spectaculaires par rapport à tout ce qu'on a en mémoire depuis plus de 6 mois. C'est quand même incroyable, surtout Izium. Izium qui était vraiment un bastion essentiel pour les Russes. On l'a commenté ici, l'axe Belgorod-Izium. Voilà, donc il prend les risques de chef de guerre et il le fait sans tricher. D'ailleurs, cette explosion, il peut y avoir encore des groupes de forces spéciales ou des services secrets russes qui sont restés dans ces zones-là. Il n'a pas de gilet pare-balles. Il n'a pas de gilet pare-balles, il fait le job. Boris Johnson, quand il y allait, s'adaptait à sa tenue. Il ne portait pas de gilet pare-balles. Ursula von der Leyen, parce qu'elle est allemande et parce que c'est une ancienne ministre de la Défense allemande, elle obéit aux ordres de ses services de sécurité. On part sur un tas de guerre, on met un gilet pare-balles ou un pare-éclat. Non, je trouve que, si vous voulez, il y a... On a vu ça, il est allé à Kharkiv, il a déjà fait des déplacements de ce type pour remettre des décorations. C'est extrêmement important. La guerre, on n'a pas arrêté d'en parler, le matériel, c'est charnel. C'est une affaire d'hommes et de femmes, parce qu'il y a des femmes combattantes, mais c'est une affaire charnelle. Et Zelensky l'a compris, et il fait le job d'une façon époustouflante. Je ne veux pas en faire un demi-dieu, parce qu'il faut qu'il fasse attention lui-même à ne pas rentrer dans une espèce de démesure personnelle, mais il semble garder à chaque fois une certaine simplicité dans sa tenue. Mais je trouve dans le comportement, l'attitude, la gestuelle, ce gars-là n'a pas fait de service militaire. Il n'a pas d'expérience militaire avant le 24 février. Il n'a pas porté un treillis, il n'a pas crapahuté. Et il a intégré cette dimension-là avec cette phrase quand même prophétique du début qui sera dans l'histoire. Oui. Je ne veux pas de taxi, je veux des armes. Lorsque Biden lui proposait de l'évacuer. Et Voilà. les Français. Bon, voilà. Donc, écoutez, vraiment, un grand respect pour ce personnage. Anastasia Chapouchkina. Alors, on imagine, peut-être que ça vous fait plaisir, mais est-ce que vous trouvez, vous, que peut-être qu'il en fait un peu trop? Parce que c'est vrai que depuis le début, vous l'avez bien dit, Pierre, la communication, ça fait partie de la guerre. Le moral, ça fait partie de la guerre. La psychologie, ça fait partie de la guerre. Mais là, qu'en pensez-vous? Je pense que d'abord, Zelensky, c'est un anti-Poutine. On est comme si on vit dans un conte de fées de la Blanche-Neige. C'est un grand anti-Poutine. Le Poutine qui à peine est arrivé à rencontrer les enfants à Kaliningrad. Et là, c'était le plus proche qu'on a vu en Poutine d'un être humain dans les dernières 2 ans. Et là, Zelensky, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est pas justement l'acte de communication. Parce que je pense que nous, ici, on a du mal à imaginer la logique des gens qui font combat là-bas. Quand je parle avec des gens qui sont là-bas ou qui ont leur famille là-bas, ils disent que les gens, il y a certains, surtout sur le front, ils ont fait le paix avec la pensée qu'ils peuvent mourir. Et il faut se rappeler que Zelensky, il a déjà vécu des bombardements beaucoup plus proches que ceux qu'on a entendus tout à l'heure, quand il était à Kiev assiégé et quand il est refusé à partir. Et justement, donc pour moi, c'est... On vous dit qu'il ne faut pas faire la fine bouche.
on ne se rend pas compte à quel point Je c'est important pour les Ukrainiens de sentir... Il n'est plus du tout juste la pure communication comme pourrait le faire en tant que président de la France, de l'Allemagne, etc. Et c'est la personne qui vit son rôle, mais s'il a peur de la mort, il serait plus président de l'Ukraine. Et même s'il porte le gilet pare-balles, l'explosion près de lui, le gilet pare-balles ne va pas Non, lui c'est vrai, mais protéger. comme dit Pierre, il y aurait pu avoir des snipers planqués encore. Et que même un bon sniper va arriver toujours viser l'œil ou quoi que ce soit. Je pense que ça reflète plutôt ce positionnement. Qu'est-ce que c'est un leader aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, c'est donc, on a d'un côté, donc, ce sont les leaders européens qui ont tous la trouille même de se prononcer, comme vous l'avez dit. Quand Oui, parce que je disais sur aussi, tel ou tel hors côté. antenne, c'est surprenant, le silence des dirigeants européens depuis les résultats de cette contre-attaque est assourdissant. Comme si surtout, Exactement. il ne fallait pas se montrer imprudent, se réjouir trop vite. Et donc, Ou alors, peur. comme si on attendait d'abord quelle va être la réaction de Vladimir Poutine. Donc d'un côté, on a les Européens qui ont peur de prononcer ou peur de livrer des armes pour le peur de trop... Ils en donner livrent, petit. ils en livrent. La Mais Pologne, ce sont- la ce sont- France. Mais ce sont des livraisons qui sont minuscules. C'est pas grâce aux livraisons françaises que l'Ukraine a... Les Américains en a- livrent beaucoup plus, mais enfin, ils ont un arsenal de guerre l'arsenal beaucoup qu'il plus faut conséquent. pour rencontrer notre puissance. Mais juste pour dire que de l'autre côté, on a un leader américain qui quand même ne projette pas l'image de la force non plus. Et de troisième côté, on peut dire on a le leader russe qui a peur de rencontrer même peut-être son chien. Et donc là, on a cette contrepoids, on a l'image de leader de la guerre, en guerre, qu'il doit projeter parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver comment vont se conduire tout le pays derrière si même son leader n'est pas au point. Et il faut aussi se projeter dans le passé historique ukrainien. C'est pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Ukraine, dernières 30 ans, quand le leader est à l'auteur de sa population. Alors, on va passer à autre chose, mais Oui, non, Emmanuel, juste- un mot quand même là-dessus, Quand même, sur cette un visite. complément, non, effectivement, l'image est galvanisante. L'image d'un chef d'État, quel qu'il soit, est aussi celle d'une incarnation sur le terrain. Et on le voit bien, il est président et chef des forces armées. Je n'ai pas vu le général Zalouini, le chef d'état-major. Donc ça veut dire qu'il prend lui-même corps avec ses troupes. Et on se posait la question, je pense que vous allez nous la poser à juste titre, quelle est la suite ? Quel est Vous l'objectif ? anticipez. Alors justement, un des objectifs, c'est soit politiquement de reprendre le Donbass. Le fait d'aller à Izium semble dire que l'axe d'effort va être là. Après, économiquement, il pourrait se diriger vers Zaporijjia. Ah, l'objectif d'après pour les Ukrainiens. Pour les oui. Ukrainiens, il y a plusieurs scénarios. Symboliquement, reprendre Mariupol, prouvant que, in fine, les Ukrainiens retrouvent le lit de la rivière. Politiquement, reprendre le Donbass. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'opération militaire spéciale n'a pas abouti, puisqu'on reviendrait au 23 février dernier. Économiquement, Zaporijjia, la population ukrainienne a besoin des gigawatts qui font défaut, puisqu'une partie des réacteurs n'était plus connectée avec le réseau ukrainien, mais avec le réseau des territoires sous contrôle russe. Et on peut dire que militairement, ce serait plus logique de prendre Kherson, parce que c'est là où le front est peut-être le plus simple, parce que les troupes russes, on parle de 25 000 à Kherson, sont un petit peu encerclées. Là, on a une preuve, on a un début de réponse. Il me semble que la prochaine étape, c'est la reconquête du Donbass, et donc de la partie du Donbass qui n'a pas été conquise, notamment l'oblast de Donetsk, où l'opération militaire spéciale est restée à peu près sur le même front depuis déjà plusieurs semaines. Vous y voyez aussi un signal militaire. Bien, alors, et Vladimir Poutine, pendant ce temps, précisément, je le disais, une grande partie du monde est un peu suspendue à ce que peut être sa réaction. Vladimir Poutine qui reste silencieux, mais certaines représailles ont déjà commencé. Alors, on va le voir en détail et on va voir ce qui peut être la suite, même les hypothèses qui peuvent sembler les plus invraisemblables. Et j'ai hâte de vous entendre là-dessus, parce que celles qui sont évoquées peuvent paraître surprenantes. Faut-il y croire ? On va le voir en détail. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. La première option qui s'offre peut-être à Vladimir Poutine, ce sont les frappes massives et les frappes de représailles. On le disait, elles ont d'ailleurs déjà commencé. Oui, effectivement, depuis dimanche, les Russes ont commencé à frapper massivement et, pourrait-on dire, tous azimuts. Des dizaines de frappes de missiles et de tirs d'obus ont été relevés. Point important, ce ne sont pas seulement des objectifs militaires qui sont visés, des rassemblements de troupes ou des dépôts d'armes.
mais bien des objectifs civils, comme si la population ukrainienne devait payer le prix de ses victoires militaires. Par exemple, avec ses boutiques, nous sommes à Balaklia, là encore avec ses habitations, et puis c'est le cas aussi d'immeubles, notamment dans la ville de Mykolaïv. Cette nuit, les Russes ont tiré des roquettes également sur une école dans cette ville, selon les autorités ukrainiennes locales. Et puis, il y a cette hypothèse que certains experts évoquent, l'hypothèse de bombardement ciblant la tête, le sommet de l'État ukrainien. Et oui, et pour aller droit au but, David, l'hypothèse de cibler Volodymyr Zelensky lui-même. Souvenez-vous que dès les premières heures de la guerre, le palais présidentiel était une cible. Les États-Unis, vous le disiez il y a un instant, avaient même proposé au président ukrainien de l'exfiltrer. Pour certains observateurs, si Vladimir Poutine a la possibilité aujourd'hui d'éliminer Volodymyr Zelensky, il pourrait le faire. C'est le cas notamment de l'ancien officier Guillaume Ancel. On l'écoute. Il n'hésitera pas une seconde, s'il a la possibilité technique de le réaliser, c'est de faire une frappe massive pour décapiter l'Ukraine en tuant le président Zelensky. S'il avait l'assurance que le président Zelensky est bien dans le palais présidentiel ou dans un bâtiment parfaitement identifié, il serait capable de ravager une partie du quartier uniquement pour tuer Zelensky, sans utiliser ni une frappe nucléaire tactique, ni une frappe chimique. Pour mémoire, David, ce n'est pas du tout un scénario de science-fiction. Ce type de frappe, c'est ce que les États-Unis avaient tenté en 2003 en Irak, lorsqu'ils cherchaient à éliminer directement Saddam Hussein au début de la guerre. Sur la foi d'un renseignement jugé fiable, des avions américains avaient largué 4 bombes sur ce restaurant à Bagdad, en tout cas ce qu'il en reste. Saddam Hussein était un habitué de ce restaurant, il devait y retrouver ses fils. 14 civils avaient été tués, mais lui ne s'y trouvait pas à ce moment-là. À l'époque, le Pentagone parlait explicitement, je cite, de frappe de décapitation. Voilà, alors on ne l'avait pas su d'ailleurs sur le coup, on l'avait su quelques jours plus tard, si ma mémoire est bonne. Restez avec nous Fanny, on verra quelles sont les autres options, mais celle-ci évidemment, elle retient l'attention. Est-ce que c'est vraisemblable, Pierre ? Oui, on sait que dès le début de la guerre, il y a eu des commandos infiltrés sur Kiev pour essayer de capturer ou d'éliminer le président Zelensky. Est-ce que c'est vraiment dans les papiers du Kremlin aujourd'hui ? Je n'en suis pas certain. Pourquoi ? Parce que ça ne servirait à rien. Ça serait tragique, ça serait une figure qui serait une figure importante, qui serait détruite. Mais j'ai été frappé dans des articles du Monde il y a plusieurs mois, notamment de Jonathan Little, qui a fait toute une enquête en Ukraine. Et il a interrogé plusieurs personnes du monde culturel ou du monde politique ou du monde militaire en disant si le président Zelensky était tué, qu'est-ce qui se passerait ? Il disait on serait extrêmement triste, ça ne changerait rien. Mais pardon Pierre, parce que on vient de voir à quel point, à l'image de cette visite à Izium, il incarne cette résistance ukrainienne et il galvanise son peuple. Bien sûr, je ne veux pas être en contradiction avec ce que j'ai dit au début. Il incarne, il monte en puissance, c'est important. Mais nous avons affaire à une société démocratique. C'est un peuple en armes. Et donc derrière, d'autres personnalités montrées, et ça ne déstabiliserait pas la capacité militaire du pays. C'est ça la grande différence avec les dictatures. On a évoqué le cas de Saddam Hussein, mais quelle est la différence entre Saddam Hussein et Zelensky ? C'est que vous avez un dictateur d'un côté et là un président démocratiquement élu. Ce que je veux dire par là, c'est que la victoire de l'Ukraine, enfin le début de victoire auquel on assiste, c'est aussi la victoire d'un système politique, d'un état d'esprit, d'un peuple en armes, du collaboratif, de la fluidité par rapport à un système de nature soviétique. Donc je ne suis pas certain que même les services secrets de Poutine envisagent ça en disant ça va casser le moral des Ukrainiens. Parce non, que, je pense que ça n'arrêterait rien. Or, la représentation et ces images symboliques, il n'est pas le véritable chef, le véritable stratège de l'armée ukrainienne. Alors il assume, parce que rappelez-vous, quand il y a eu les attaques russes sur Lugansk, Sévérodonetsk, Lysychansk, 200 morts ukrainiens par jour, c'était extrêmement lourd. Et donc, lui, il a assumé cette décision de combattre très longtemps. Sur ce plateau, avec le général Trinquant, à un moment, on se disait, mais est-ce qu'il ne laisse pas trop longtemps ses troupes en place ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû les désengager plus tôt ? Non, il a eu raison. Donc, bien évidemment, il a son chef d'état-major, il a les unités, les grands chefs militaires qui sont autour de lui, mais en tant que président, c'est lui qui assume. Vous savez, si ça ne marche pas, ça retombera sur lui. Donc, encore une fois, il assume ses responsabilités. Ça n'est pas un stratège militaire, mais il assume les responsabilités et il prend les options.
il est considérablement aidé par le renseignement occidental. Voilà. Mais vraiment, ma conviction, c'est que si demain, par malheur, et vraiment, évidemment, je ne le souhaite pas du tout, il lui arrivait quelque chose, ça n'arrêterait pas du tout le rapport de force entre les Ukrainiens et les Russes, et le fait qu'il y a un début de processus de dislocation de l'armée russe aujourd'hui en Ukraine. Emmanuel Dupuis, d'un strict point de vue technique, d'un strict point de vue militaire, est-ce que c'est une opération très compliquée? Les Russes avaient tenté de le faire au début du conflit, dans les 24 ou 48 heures, quand on a vu ces images sur l'assaut sur le ministère des situations d'urgence. Et donc, il y avait eu un arrêt de cette opération qui avait été menée, disait-on déjà à l'époque, par des supplétifs de Wagner et sans doute des forces tchétchènes. Là, il s'agissait d'un commando héliporté. Un commando héliporté dans le centre-ville pour essayer de prendre possession des centres de commandement. Élimination ou mise hors d'état de nuire, je ne sais pas. En tout cas, je ne vois vraiment pas quel serait l'intérêt, comme l'a très bien dit Pierre Servan, de martyriser Volodymyr Zelensky. Premièrement, il y a d'autres chefs politiques qui sont tout aussi courageux et qui montrent et galvanisent la population. Je pense au maire de Kiev, Vitaly Klitschko. On pourrait penser à Gennady Trukhanov, le maire d'Odessa. En fait, il y a toute une série de responsables politiques, même si M. Poroshenko a quitté, le précédent président, a quitté le territoire ukrainien, il y a un corps politique autour de cette galvanisation. Après, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que Vladimir Poutine n'a pas réussi à le faire dans les 48 heures? Parce que là, le plan semble un peu plus précis. Le président Yanukovych a quitté Moscou et a été ramené à Minsk, au cas où il faille remplacer le pouvoir. On évoque beaucoup l'arrestation en mai dernier de Viktor Medvedchuk, qui est par ailleurs lié de manière familiale, puisque Vladimir Poutine est parrain d'une de ses filles. Vladimir Poutine aurait pu penser, comme l'avaient fait les Américains, que si on élimine Saddam Hussein, il faut tout de suite le remplacer par un Irakien, et non pas un administrateur américain. C'est ce qu'ils ont fait in fine. C'est pour ça que ça n'a pas marché, entre autres. Donc je ne vois pas quel serait l'intérêt d'éliminer Volodymyr Zelensky. Je ne vois pas non plus quel serait l'intérêt de l'éliminer maintenant, à partir du moment où, encore une fois, il y a des gens qui pourraient prendre la relève. Les troupes ukrainiennes continueraient à se battre, les promesses d'armement continueraient à arriver. Oui. Ça ne changerait pas grand-chose. Et puis un homme qui a pris beaucoup d'importance, vous le mentionniez tout à l'heure, c'est le chef d'état-major ukrainien qui est considéré comme le véritable artisan de cette contre-attaque victorieuse. J'ai oublié son nom, mais... Général Zalouni. Voilà. Valéry Zalouni. Voilà. Et qui, lui, eh bien, enfin, on peut imaginer, hein, s'il y a une opération homo, comme on dit dans le milieu militaire, c'est une opération homo, on peut considérer qu'il peut y en avoir 5. Et si on essaye de décapiter l'État en éliminant Zelensky, le chef d'état-major, le maire de Moscou, bon, qu'en pensez-vous, Anastasia Chapochkina? Je pense que bien sûr, il peut avoir du sens à éliminer un chef d'État pendant le moment de la guerre. D'ailleurs, la Russie en Ukraine a déjà tenté à éliminer un chef d'État qui ne convenait pas. En l'empoisonnant. En empoisonnant Yushchenko, le président. On se souvient de son visage grêlé par le poison. Et l'empoisonnement qui n'a pas marché, comme les Russes sont tellement mauvais dans l'empoisonnement, comme on le sait. Mais justement, le but, c'était pas juste de défigurer Yushchenko, c'était vraiment de le tuer. Donc, c'est vraiment, ça pourrait mettre, je pense, sacré bazar au milieu de classes politiques, pas peut-être tellement des troupes, mais des classes politiques, et donc essayer de déstabiliser le gouvernement de cette manière-là, justement, l'État démocratique proposant des leviers pour ça. Mais je pense que vraiment, je serais beaucoup plus banal. Je pense que pour les scénarios de tout de suite, qu'est-ce que Moscou peut faire en revanche en réaction à cette contre-attaque? Le premier, pour moi, c'est sur le plan politique. À l'intérieur du pays, c'est l'accroissement de tout ce qui est répression, en commençant par les hauts dirigeants de l'armée, en Russie même. On va y venir dans un instant. On va y venir dans un instant. Et ensuite, juste pour dire, et ensuite, donc sur le plan politique à l'extérieur, c'est surtout cibler et se concentrer sur la préparation pour les midterms américains, parce que la source de la victoire ukrainienne, c'est que même ce sont les livraisons d'armes des États-Unis. Et ça, ce serait, à mon avis, ce qu'à court terme, tout immédiatement, la Russie va faire. Tenter par tous les moyens de favoriser une défaite de Biden à ses midterms et de le rendre impuissant par une victoire à mi-mandat des républicains de Donald Trump. Mais ça ne changerait rien, parce que c'est l'un des rares points d'accord entre démocrates et républicains, c'est le dossier ukrainien. Absolument. Donc là aussi, les Russes, je veux dire, ils ne gagneraient pas. D'autant qu'une majorité républicaine au Congrès validerait les livraisons d'armement. Les livraisons d'armes. De la même manière que la majorité consensus là-dessus. démocrate le fait.
Catherine, sur cette piste-là, je voyais réagir. Le fait même qu'on pose ce dilemme qui s'offre aujourd'hui aux Russes, tuer ou ne pas tuer Zelensky, ça prouve que dans les deux cas, il a gagné, le président ukrainien. Parce que si on ne l'élimine pas, on voit sa capacité à gagner d'un point de vue politique, militaire et médiatique. Si jamais demain il disparaissait, il deviendrait un martyr. Mais effectivement, il a suffisamment bien pour l'instant structuré son État de manière à ce que d'autres puissent lui succéder. Donc ça veut dire que de toute façon aujourd'hui, que Vladimir Poutine tue ou ne tue pas Volodymyr Zelensky, hormis le drame humain, au bout du compte, ça n'aurait sûrement pas beaucoup d'impact. Mais est-ce que pour lui, pour Vladimir Poutine, tuer Zelensky, d'un point de vue intérieur, vis-à-vis de ceux qui l'entourent, vis-à-vis de son opinion, ça ne serait pas une victoire? Alors je pense que ce serait une victoire. Même si c'est contre-productif ou non productif. Non, mais ce serait une victoire s'il réussissait à faire croire que c'était des Ukrainiens qui avaient tué Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire que s'il peut dire ce qu'il avait dit depuis le début, c'est pas un véritable État, en fait, et puis il y a plein de nazis qui grenouillent dans cet univers, etc. D'ailleurs, vous voyez, ils ont tué leur président, donc heureusement que nous, les Russes, on est quand même là pour monter la garde aux portes et même à l'intérieur de l'Ukraine. Là, ça pourrait être une victoire pour lui, ça validerait tout son narratif sur cette Ukraine qui n'est pas un vrai État. Mais s'il devait reconnaître que ce sont les Russes qui l'ont tué, à ce moment-là, c'est aussi, et c'est pour ça sûrement qu'il n'essaye plus depuis le début de la guerre d'essayer de le tuer, c'est que c'est aussi un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que s'il faut aujourd'hui tuer Volodymyr Zelensky pour espérer gagner en Ukraine, ça veut dire qu'effectivement, le sort de la Russie dépend d'un homme qu'on serait obligé de tuer. Et ça veut dire que tout ce qu'a raconté Vladimir Poutine depuis le 24 février et même avant, finalement, serait complètement dévalorisé. Oui, Emmanuel, un mot là-dessus. Alors, d'autant que le président Vladimir Poutine est dans une grande tournée orientale. Il y a depuis quelques jours le sommet d'Organisation de coopération de Shanghai à Tashkent, où il doit essayer de convaincre, aucun n'a été jusqu'à présent, ses partenaires de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il avait tenté de le faire dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective. Imaginez l'idée selon laquelle un président russe puisse éliminer un chef d'État qui lui déplaiserait, alors même qu'il a besoin de convaincre ses partenaires qu'appartiennent, qu'à, si j'ose dire, à la même organisation, la communauté des États indépendants. Ce serait totalement contre-productif. Politiquement, il perdrait beaucoup là où il a besoin d'avoir le soutien. On sait que le président Kassim Tokayev, le président du Kazakhstan, s'est montré très ferme à Saint-Pétersbourg en mai en disant que jamais les troupes kazakhstanaises, malgré l'article 4 de l'Organisation de traité de sécurité collective, ne participeraient. Là, du coup, ça disloquerait les possibles amitiés qui pourraient se reforger dans le cadre de cette alliance. Un peu comme ce qu'on disait sur l'utilisation d'une arme nucléaire tactique. Ça le couperait automatiquement de ses partenaires parce que ce serait une sorte de ligne rouge qui serait franchie. Oui, Emmanuel Dupuy a vraiment tout à fait raison. Ça montre que finalement, par rapport à l'introduction de votre sujet en disant les personnes qui ont peur, qui continuent à dire mais qu'est-ce que va faire Poutine ? Mais Poutine, ses marges de manœuvre se réduisent considérablement. Il est de plus en plus dans une seringue. Donc on va le voir dans la suite de l'émission. Donc c'est, comment dirais-je, la charge de la peur, de l'interrogation, etc., elle est au Kremlin. Alors justement, voyons les autres options qui s'offrent à lui. Fanny, vous êtes toujours avec nous. Celle d'une purge dans l'armée. Et oui. Donc faire tomber des têtes pour en quelque sorte faire endosser à l'armée la responsabilité de ce qui s'est passé. Et cette purge, je ne sais pas si on peut parler de purge, enfin les sanctions, elles sont déjà tombées en partie. Et oui, cet homme que vous allez voir s'appelle Roman Berdnikov. Il a 48 ans et il a le premier fait les frais de la débâcle du front nord. C'est un lieutenant général de l'armée russe, ancien combattant en Syrie. Il dirigeait l'armée de Moscou dans la région de Kharkiv. Ce qui est assez savoureux, David, c'est qu'il n'avait été nommé qu'il y a 3 semaines. Autant dire qu'être général de l'armée russe aujourd'hui est devenu un travail précaire. Vladimir Poutine pourrait-il faire un ménage plus large pour se décharger des responsabilités de ce fiasco ? En tout cas, l'un de ses conseillers, Bogdan Bezpalko, a même déclaré que les responsables militaires qui n'ont pas détecté la concentration de troupes et d'équipements ukrainiens, qui ont ignoré les mises en garde contre l'imminente contre-offensive ukrainienne dans la région, devraient regarder avoir la tête allongé sur le bureau de Poutine. D'ailleurs, le maître du Kremlin n'a pas hésité à faire ce ménage. Au mois de mai, souvenez-vous, après les premières difficultés de son armée, Sergueï Kissel, commandant de la première armée de chars de la garde d'élite qui était chargé de conquérir Kharkiv,
avaient été écartés, comme Igor Osipov, lui à la tête de la flotte de la mer Noire, juste après le naufrage du bateau amiral Moskva. Mais la ressource, David, n'est pas inépuisable. Une douzaine de généraux ont déjà été tués sur le front ukrainien depuis le début de la guerre. Et on sait que ces mêmes généraux sont susceptibles. Le risque de fronde n'est pas à écarter. On se souvient notamment qu'aucun d'entre eux n'avait été consulté lors du déclenchement de cette guerre. Alors, puis il y a cette autre option qui est réclamée à corps et à cri par une partie de l'entourage de Vladimir Poutine, par des élus également. C'est celle de la mobilisation générale, qui permettrait d'envoyer des troupes en masse et qui ne serait rendue possible par une déclaration de guerre en bonne et due forme. Et oui, c'est notamment le cas du député à la Douma, ici à gauche, Mikhail Cheremet, mais aussi celui de Gennady Zyuganov, le chef du Parti communiste russe, et de beaucoup d'autres. La mobilisation générale aurait un immense avantage, faire passer sous les drapeaux 2 millions d'hommes ayant effectué leur service militaire au cours des 5 dernières années. Mais de fait, cette mobilisation générale, très improbable. Pourquoi ? Parce que cela signifie accueillir ces hommes, ça signifie les former, ça signifie donc trouver le matériel nécessaire, une mission quasi impossible aujourd'hui pour les Russes. Écoutez le général Jean-Marc Maril, invité tout à l'heure de notre antenne. Ils n'ont plus les équipements, ils n'ont plus les casernes, ils ont une problématique très, très lourde qui est l'encadrement de ces gens. Parce qu'une armée, c'est d'abord les officiers, les sous-officiers et les caporaux qui encadrent la troupe. Donc sans avoir une masse suffisante d'encadrement, vous ne pouvez pas former des unités qui tiennent la route. Et puis je vous le disais, former un appelé prend 2-3 mois pour qu'il devienne soldat, 2 mois de plus pour qu'il devienne soldat combattant, notamment spécialisé, sans compter les exercices et les manœuvres jugées indispensables. Bref, David, il faut compter au moins 6 mois. Et cela signifie aussi dégarnir l'arrière. Écoutez ce politologue russe à la télévision publique. Говорим о массовой мобилизации, то мы говорим о чем? Что люди, которые сейчас работают на заводах, на фабриках, обеспечивают там различные интересы промышленности, экономики, они поедут на войну. Это будет иметь серьезный эффект экономический. Это будет означать, что снаряжение, экипировка, оружие необходимо будет уже не на ту армию, которая воюет сейчас, а на гораздо большие силы. И не факт, что сейчас у нас есть достаточно сил, чтобы такую армию оборудовать. Вы знаете... De fait, ce sont toutes ces raisons qui ont sans doute poussé Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, à fermer officiellement la porte à cette idée de mobilisation générale ces dernières heures. Merci Fanny.